Bonjour, j'attends encore une minute, le temps d'être sûr que tout le monde soit bien là. Bon, je pense qu'on peut y aller. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patrick Bouvard. Je suis rédacteur en chef de RH Info, qui est un site internet que vous connaissez certainement. Où il y a vraiment beaucoup d'articles dédiés au RH et au management. Et puis une communauté RH, surtout sur LinkedIn, hein, avec plus de 160 000 abonnés. Donc, je pense que vous avez au moins entendu parler d'RH Info. Sinon, je me ferai un plaisir de vous le présenter si vous me contactez via LinkedIn. Hein, c'est le média RH d'ADP France. Alors, je vais vous faire donc ma présentation sur les nouvelles représentations du travail. Et je réserverai un temps à la fin de mon intervention pour répondre à vos questions. Vous avez une boîte à questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je voudrais commencer par du factuel, un constat, 3 chiffres. Dans une récente enquête de l'IFOP, en 1990, 60% des Français estimaient très importante la part que le travail occupait dans leur vie. En 2022, ils sont 24%. Donc rendez-vous compte la différence, l'écart qu'il y a entre ces chiffres. Alors attention, dire qu'il n'y a que 24% qui estiment très importante la part du travail dans leur vie ne signifie pas qu'ils n'aiment pas leur travail. D'autres enquêtes montrent qu'au contraire, ils aiment leur travail et l'entreprise. Simplement, la place que le travail tient dans leur vie a évolué et nous allons y revenir. Deuxième chiffre, sur l'enquête des besoins en main-d'œuvre 2022 de Pôle emploi, 58% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises, avec une hausse de 13% en un an. Donc, c'est significatif. Troisième chiffre, qui est tiré de People at Work 2022, qui est l'étude Workforce View réalisée par ADP, dans laquelle on voit que le 100% présentiel constitue désormais un motif de démission pour près de la moitié, 53% des 18-24 ans. Donc les habitudes ont changé, les mentalités ont changé, et d'aucuns nous disent que la valeur travail serait désormais en crise et que les nouvelles représentations du travail mineraient les perspectives de développement des entreprises. Je vais essayer de vous convaincre du contraire. Alors la valeur travail, il faut comprendre que les représentations que nous faisons du travail dépendent fondamentalement des représentations que nous faisons du monde, et que ceci a varié au cours de l'histoire. Alors, je précise tout de suite que mon propos, quand on tient un propos un peu généraliste, inévitablement, on gomme toutes les différences. Parce que selon les entreprises, selon les lieux, selon les métiers et selon les personnes, la perception et la représentation du travail varient. Et on peut observer des écarts d'ailleurs très importants. Néanmoins, il y a des tendances dominantes qui sont celles sur lesquelles je vais m'attacher. Alors, quand on parle des valeurs traditionnelles du travail, mais de quoi parle-t-on au juste? Parce que si on fait un petit panorama historique, je vous rappelle que dans l'Antiquité occidentale, en tous les cas, le travail manuel est considéré comme indigne des citoyens. Il est réservé aux esclaves et aux affranchis. Et d'ailleurs, Aristote nous dit que le jour où les navettes avanceront toutes seules, nous n'aurons plus besoin d'esclaves. Voilà, ça c'est l'aspect visionnaire d'Aristote qui avait anticipé les automates et les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui. Remarquez bien que ça n'a pas empêché d'avoir un volume de travail tout aussi important, même si, loin de moi, l'idée de faire l'analogie avec les esclaves.
Alors, après, dans le judéo-christianisme, le travail, au contraire, l'homme doit assumer sa subsistance par son travail, parce que on nous dit que c'est ça qui est bien, qui est bon, et il faut domestiquer la nature par un effort collectif et se livrer à des tâches de civilisation. Ensuite, autre étape, évidemment j'en saute, mais c'est pour vous donner une idée des variétés de représentation qu'on peut avoir. En France, c'est le régime des corporations. Alors, dans le régime des corporations, c'est les professions qui établissent elles-mêmes leurs règles. Et ces règles-là sont très strictes et il faut maintenir le travail dans le cercle des initiés. Bon, ça régnera ça jusqu'à la Révolution, à peu près. Hein, et c'est la constituante qui va les supprimer et proclamer la liberté du travail. Parfois, on croit rêver. Hein. Ensuite de ça, on a le développement du capitalisme industriel, hein, qui, à partir du 19e, de la moitié du 19e siècle, où le travail, cette fois, est considéré comme une marchandise. Il y a un marché, il y a des offres, il y a de la demande et son prix se fonde sur la concurrence. Donc le travail perd sa signification humaine pour devenir, comme toutes les marchandises, un objet de contrat commercial. Ensuite, les choses évoluent, on a un droit du travail qui s'élabore et la dignité du travail est progressivement restaurée. Je vous rappelle, j'ai retrouvé ça et ça m'a frappé, que le traité de Versailles, donc en 1919, stipule, je cite, « Le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise ou comme un article de commerce. » Ça en dit long sur ce que devaient être les pratiques de l'époque. Et à ce moment-là, le salaire se personnalise comme revenu du travailleur et de sa famille. Et si on vient plus proche de nous, de notre époque, c'est là que le travail devient une valeur. Hein. Donc l'économie et le dogme de la croissance continue subordonnent le travail à cette finalité de valeur. Voilà, à défaut que l'humain devienne capital, c'est le capital qui se nourrit de l'humain. Hein. On gère des ressources humaines. Bon, la notion de création de valeur est appliquée le plus souvent, en tous les cas, à la seule réalité financière de l'entreprise. Alors le problème avec ça, c'est qu'au fil des 30 dernières années, avec les fusions, les délocalisations, les restructurations, les licenciements préventifs, les pratiques managériales à minima agressives, les écarts injustifiés de salaire entre les dirigeants et les salariés, tout ceci a peu à peu fracturé au fil du temps l'idéal de l'accomplissement de la personne humaine dans et par son travail. On a même, et les mots sont toujours révélateurs, on a même eu recours à la notion de guerre pour qualifier la situation de l'emploi. Alors, voilà, donc c'est quoi la valeur traditionnelle du travail? Quand on voit toutes ces variations au cours de l'histoire, donc ça dépend vraiment de la représentation qu'on se fait du monde. Et en fait, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit plus de concevoir ce que doit être le travail et l'environnement économique pour construire un projet humain et social de notre choix, mais il s'agit de formater les comportements humains et de tisser un environnement social capable de s'adapter à la réalité économique et, si possible, d'y survivre. Alors, surtout en saupoudrant tout ça de qualité de vie au travail, de soins des conditions de travail, mais peut-être aux dépens de la qualité du travail dans la vie. Je vais revenir sur cette idée-là. Je préfère la qualité du travail dans la vie à la qualité de vie au travail. Parce que finalement, la vraie vie est passée par là. Alors, je voudrais, si on veut comprendre quelque chose à ce qu'on appelle les nouvelles représentations du travail, je crois qu'il importe
faut entendre ce qui a profondément changé dans la relation émotionnelle au travail, car dans les faits, les circonstances que nous avons vécues au cours des 3 dernières années, ce sont bien des cumuls d'émotions qui ont conduit à une telle évolution et à la forme de résistance que l'on peut observer aujourd'hui et qui doit nous interroger. Alors, à mes yeux, et sans prétendre à être exhaustif, il y a plusieurs lignes de force qui se dégagent dans ce diagnostic. Une première ligne, c'est que la crise sanitaire et ces confinements successifs qui ont été imposés ont pesé sur nos relations, sur notre psychologie, avec cette angoisse morbide, la crainte diffuse d'un risque vital, alors parfois surestimé, parfois sous-estimé, mais toujours avec un impact important, malgré tous les raisonnements entendus sur les médias ou dans les autorités médicales, pour le moins divisées sur le sujet. Deuxième dimension qui est liée à la première, c'est que paradoxalement, nous avons éprouvé qu'il était parfaitement possible de donner la priorité aux personnes sur l'économie pour peu qu'on le décide. Donc la preuve a été faite, et elle est faite pour beaucoup, que le pouvoir politique peut, au moins temporairement, reprendre la main sur une économie dérégulée. À bon entendeur, salut. Autrement dit, quand on nous dit que ce sont les contraintes extérieures qui dominent et que la réelle politique s'impose à nous, eh bien, nous avons tendance à penser que ce n'est pas vrai. Troisième dimension, toujours liée au confinement, c'est le télétravail qui a été contraint et non pas construit, et qui a accompagné cette période avec un méli-mélo de constats variés. Si j'illustre, on a constaté des possibilités pratiques qui nous étaient souvent refusées, en France en tout cas, parce qu'ailleurs ils ont un peu plus de dynamisme dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis. Mais les possibilités pratiques de télétravail, bien souvent, étaient refusées aux salariés français. Mais il faut dire que nous avons constaté des avantages qui pouvaient être enviables, mais des inconvénients qui pouvaient être très contrariants. Donc, le télétravail n'est pas la panacée. Et en tout cas, l'imposer de manière, le contraindre, n'aboutit pas forcément à un succès et à un équilibre chez ceux qui télétravaillent, pardon. Ça a amené des moments familiaux, allez, on va dire les choses posément, un peu inédits, pour le meilleur comme pour le pire. Ça nous a fait nous interroger sur les rapports à nos lieux de vie ou de survie, des fois. Et ça nous a fait nous interroger sur le management, parce que le télétravail a ceci de terrible qu'il agit comme un véritable révélateur de la qualité ou du défaut de management. Alors, il y a une autre dimension encore, si je continue à les énumérer, c'est que nous avons constaté également les impasses de l'économie libérale mondialisée, globalisée, avec des carences locales insupportables en période de crise. Ne pas trouver de masque, de gel ou de Doliprane. Bon. Et autrement dit, on a découvert qu'on dépendait de manière inouïe à des pays et des pouvoirs qui sont aussi variés qu'ils sont éloignés. Ceci pèse sur la représentation que nous nous faisons du monde dans lequel nous vivons. Comment ne pas parler du retour en Europe au XXIe siècle d'une guerre d'un siècle précédent, avec ce que ça véhicule de considérations anxiogènes, des conséquences très tangibles en plus sur nos vies quotidiennes en termes de pouvoir d'achat, sans compter, j'en parle même pas, la menace toujours brandie de l'apocalypse, qu'elle soit partielle ou totale, selon qu'elle est tactique ou stratégique. Les mots là encore sont très ironiques.
Il y a, là aussi, comment le passer sous silence, la prise de conscience concrète et pour beaucoup douloureusement expérimentée des conséquences du réchauffement climatique et de l'incapacité assez généralisée à pouvoir y remédier, en tout cas dans des temps raisonnables. Alors, et j'insiste là-dessus parce que le philosophe pour le philosophe que je suis, ça évoque d'autres dimensions. C'est qu'au-delà de la réalité concrète, la plus constatable, c'est tout le rapport aux quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont les éléments de référence de la nature et de la culture, avec leur portée symbolique, mythique, qui se trouvent remis en question. Donc il y a un bouleversement de la notion d'équilibre individuel et collectif, évidemment, même sans forcément en avoir une très forte conscience. J'ai évoqué les écarts de rémunération, c'est-à-dire qu'on a l'impression que de plus en plus d'acteurs, des actionnaires, des grands dirigeants, des start-upers, récoltent la valeur du travail d'autrui d'une manière complètement décorrélée au temps de travail et parfois même à la compétence. Donc l'accroissement des inégalités perçues, en tous les cas, devient très sensible. Autre dimension, le surgissement accru de valeurs fondamentales comme la diversité, l'égalité, l'inclusion, qui désormais pèsent très lourd dans nos mentalités et notre souci. Et enfin, dernière dimension, mais que je ne crois pas la moins importante, c'est qu'il y a une profonde interrogation par rapport à notre rapport au temps. On vit dans une dictature de l'immédiateté, et les réseaux sociaux en sont une très belle image, de la communication instantanée, sans réflexion, où on confond information et connaissance, et où l'urgence des situations à traiter est déconnectée du temps long des transformations humaines. Autrement dit, pour finir, si j'essaie de rassembler tous ces éléments, il me semble que dans ce qu'on appelle les nouvelles représentations du travail, finalement, la dominante, c'est que nous avons pris conscience que nous n'avons qu'une vie et qu'il est ni intelligent ni équilibrant de risquer de la perdre à vouloir la gagner, ni d'accepter, comme auparavant, n'importe quelle condition de travail, compte tenu de l'espace et du temps qu'il occupe dans nos vies tout de même. Autrement dit, si je le formule autrement, j'ai le sentiment que nos contemporains nous disent « je ne veux plus du boulot, je veux un travail ». Donc, autrement dit, vous comprenez l'image, c'est que je ne veux plus entrer dans cette espèce de lien contraint, déterminé, de subordination dans lequel je n'ai plus d'espace vital, mais je veux un travail qui me permette de vivre et j'aime mon travail. Voilà. Donc, finalement, la question, vous voyez, des représentations du travail devient assez philosophique. Comment surmonter la schizophrénie de plus en plus marquante entre le salarié et l'individu, entre le collaborateur et le citoyen, entre le professionnel et la personne. De plus en plus, les personnes veulent construire leur vie comme un tout. Comment le leur reprocher? Et voilà donc pourquoi ça me semble une question légitime, une vraie question. Pourquoi travaillons-nous? Je crois qu'il faut accepter qu'il y ait un autre sens du travail, une autre représentation de la réussite. Alors on se plaît à dire que le mot travail en français vient du latin tripalium, qui désignait un instrument de torture. Bon, outre le fait que l'étymologie ne semble pas aussi avérée que ça, bon, reste que c'est pas sans connotation judicieuse. Quand on s'est employé à faire de la subordination une soumission, le travail peut devenir une torture. Et il l'est pour un certain nombre de personnes. Ça, c'est indéniable. Mais
j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un autre mot latin, puisqu'on parle d'origine étymologique, qui signifie le travail, c'est opus, hein, ce qui a donné operare, hein, opérer, pour désigner l'action de travailler. Donc l'opus renvoie à l'œuvre, hein, c'est-à-dire au projet, à la finalité du travail que nous exerçons. Donc coopérer, c'est travailler ensemble à la même œuvre. Et là aussi, si je poursuis un petit peu, le philosophe que je suis n'y résiste pas, hein, les coopérations, ça amène les gens à partager des efforts. Effort, en latin, ça se dit labor. Et quand je partage la réalisation d'une œuvre, je partage le même effort, le même labeur, c'est-à-dire que je collabore. Et quelles que soient les représentations, les rôles, des complémentarités, hein, c'est la force du même. J'effectue le même labeur, je coopère de la même manière, au même titre, à la réalisation d'une œuvre, quelle que soit la variété des responsabilités, encore une fois. Hein. Mais c'est la force de ce même, hein, qui caractérise leur unité, et c'est ça qui fait l'essentiel d'un collectif de travail. Ce que nous pouvons avoir perdu dans notre philosophie du travail est que il me semble que de nombreuses personnes, et notamment les jeunes, redemandent avec force. Ils veulent travailler dans un collectif qui les porte, auquel ils collaborent. C'est une pédagogie du bien commun. Saint-Exupéry avait cette phrase qui me semble très appropriée. La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Voilà. La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Donc nous retrouvons ici une notion qui me semble, à laquelle je suis assez attaché, qui est l'empowerment. Alors, dans la définition qu'on peut donner de l'empowerment, j'avais élaboré celle-ci, c'est que l'empowerment consiste en ce que tous les acteurs de l'entreprise sachent et puissent œuvrer pour que la collaboration, justement, la force du collectif, donne à chacun un pouvoir d'initiative. Hein, donc, ce n'est pas l'initiative de chacun qui fait le collectif, c'est la force du collectif qui donne à chacun son pouvoir d'initiative, de capacité d'action, de développement de ses potentiels. Donc, le pouvoir individuel, il est fondé sur le triptyque confiance, autonomie, responsabilité. Mais il faut comprendre que ce pouvoir, dans sa nature, se déploie au service du collectif, du développement d'une communauté professionnelle autour d'un bien commun. C'est finalement, en effet, construire une nouvelle représentation collective du travail et de la réussite, avec les symboles qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus distinguer la réussite professionnelle et la réussite personnelle. La réussite professionnelle est au service de la réussite personnelle. Autrement dit, voilà, il s'agit peut-être bien de, à nouveau, libérer le travail. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, parlait du triomphe de la cupidité, hein, qui a fait perdre au travail sa vertu fondatrice d'humanité. Bon, finalement, il ne s'agit pas de travailler plus, ni même peut-être de travailler mieux, à la limite. Hein. Il s'agit de travailler à l'homme. Alors, comment interpréter les résistances que l'on observe aujourd'hui pour les recrutements, même pour les gens qui sont nouveaux embauchés, etc. Il y a des résistances qui sont fortes et avec des déclarations d'indépendance, de liberté qui laissent beaucoup de personnes, et parmi les recruteurs, et parmi la fonction RH, et parmi les managers, qui les laissent un peu pantois. Hein. Je crois que entrer en résistance, ça signifie pas forcément se révolter. Hein, mais c'est l'idée que on peut avoir une autre stratégie personnelle que celle que le tout économique veut nous imposer. Et donc, j'ai le sentiment aujourd'hui que les personnes veulent se construire un parcours professionnel
dans lequel les différentes fonctions, voire les différents métiers que nous exerçons au fil de notre vie, de notre carrière, nous permettent de capitaliser des compétences, des expériences qui enrichissent non seulement nos capacités, mais notre vie. Et la variété des réseaux qu'on peut développer sert tout à fait aujourd'hui une approche beaucoup plus globale du marché du travail que celle qu'on a pu vivre avant l'importance, par exemple, qu'a pris LinkedIn dans le monde professionnel. Donc c'est cette idée-là, gérer sa vie professionnelle, désormais, c'est gérer sa vie tout court. Et le strict rapport contribution-rétribution est à envisager sur une dimension avec une profondeur plus importante que le traditionnel travail contre salaire. Même si le salaire arrive en tête des priorités pour les professionnels, mais tant qu'à faire, il faut que ce salaire soit au service d'une vraie vie. Et il y en a un certain nombre qui sont tout à fait prêts à gagner un peu moins pour vivre mieux. Donc la question finalement, pour le dire autrement, la question n'est plus qu'est-ce que je veux faire et pour combien, mais quelle vie est-ce que je désire ? Et les exigences de cette vie pilotent des passes professionnelles multiples et variées. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ça ne gêne absolument pas les professionnels, et surtout les jeunes, encore une fois, de démissionner dès qu'ils ont un souci pour aller voir ailleurs et de cumuler ainsi un apport personnel et professionnel qui met en perspective le choix de vie qu'ils ont fait. Donc, c'est pour ça que c'est opportun de maintenir une veille d'information, d'interaction avec des milieux différents, des domaines variés, des horizons multiples. Donc, je ne crois pas du tout que le travail soit en crise. Par contre, je pense qu'il a changé, la représentation du travail a changé d'archétype. L'idée, voilà, je suis frappé, une petite incidente ici, c'est la différence entre la récompense et la reconnaissance. Voilà, je suis récompensé pour ce que j'ai fait, ça c'est le rapport strict travail-salaire, alors que je suis reconnu pour ce que je suis. Et ça, c'est ce que je suis comme personne, pas simplement comme salarié. Et là, eh bien évidemment, on trouve une exigence et une représentation du travail où le travail, en effet, aussi important soit-il pour moi, ça n'occupe plus la même place dans l'équilibre de ma vie. Alors, pour le dire autrement, je vous rappelle Molière qui faisait dire à Harpagon, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. On a un peu le sentiment aujourd'hui que il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Donc ce sont les leviers d'engagement, d'implication, de motivation qui ont changé et ils continueront à évoluer. Mais moi j'ai tendance à vous dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux et c'est une opportunité pour la fonction RH. C'est un véritable enjeu pour la fonction RH. Donc comment faire face à cette réalité-là de gens pour lesquels la vie est devenue prioritaire sur le travail, qui néanmoins aiment vraiment et profondément leur travail, mais qui ont une façon de le mettre en perspective dans leur vie qui a profondément changé. Voilà. Donc voilà les réflexions que je voulais vous proposer. Alors, je vous en reparlerai à la fin, mais je reprendrai l'essentiel du contenu de ce webinaire dans un article que je ferai paraître avec Thomas Chardin, d'ailleurs, qui s'est joint à moi pour ce travail. Je le ferai paraître sur RH Info vers la mi-avril. Alors, je vais prendre quelques questions.
Alors, Stéphanie me dit bonjour, je constate une montée des exigences et des attentes individuelles dans l'entreprise. Comment y répondre de manière équitable tout en maintenant un collectif de travail solidaire? Je pense que j'ai répondu déjà en partie à cette question. Ce n'est pas le collectif n'est pas l'addition des individus. Et c'est le contraire qu'il faut penser, c'est le sens de l'empowerment, c'est-à-dire que c'est la force du collectif qui permet aux individus de répondre à leurs exigences et à leurs attentes. Donc cette idée que je n'ai qu'une vie, mais en tous les cas, cette vie n'est pas isolée, elle n'est pas toute seule. Hein. Alors si je prends d'autres questions. Alors, Christelle, pardon, qui me dit finalement, c'est bien la vision judéo-chrétienne décrite dans votre petit rappel historique qui revient. Non, je ne crois pas. En tout cas, si ce qu'on veut dire par là, c'est que ce sont les valeurs humaines qui doivent être prioritaires dans le travail, oui, dans ce cas-là, c'est bien la vision judéo-chrétienne qui revient à travers cette évolution. Mais je crois qu'il y a une grosse différence. C'est que dans la vision judéo-chrétienne, le travail est pour l'homme un devoir et une mission pour organiser la création et la civilisation. Aujourd'hui, c'est le sentiment, plus le sentiment de n'avoir qu'une vie et que cette vie, je dois en prendre soin et que c'est mon choix de vie qui est premier. Donc, il y a j'allais dire, une considération personnelle qui est liée au collectif, mais une considération personnelle de choix de vie qui n'était pas particulièrement dominante dans la vision judéo-chrétienne du travail. Alors après, travailler au bien commun, c'est Christelle encore qui ajoute cette précision. Travailler au bien commun dans une logique collective et communautaire, je ne crois pas que ce soit le propre de la vision judéo-chrétienne. Parce que les collectifs de travail, on en a observé sous toutes les latitudes, sur tous les continents, dans toutes les cultures. Et au contraire, ils sont peut-être même restés plus forts, ces collectifs, dans d'autres pays qu'en Occident. Dans d'autres régions qu'en Occident. Donc, il ne faut pas penser que la recherche du bien commun et de la communauté soit un propre judéo-chrétien. Celui qui a développé la notion de bien commun, c'est Aristote. Et à ma connaissance, pour des raisons assez précises, il ne pouvait pas être chrétien, puisqu'il était à peu près du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, Cynthia me pose la question suivante. Lorsqu'on voit apparaître les cercles de femmes, les retraites, etc., proposées par la génération Z, on dirait bien que la tendance va en direction de nouvelles valeurs partagées autour de l'humanité, du respect de notre monde et de nos ressources naturelles. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait cette remarque de Cynthia. Je pense que dans l'analyse que je vous ai proposée des différents facteurs qui ont généré ces nouvelles représentations du travail, évidemment que toutes ces notions-là, de diversité, d'unité, d'écologie, de souci de notre environnement, tout ceci, évidemment, joue, à mon avis, au premier plan. Alors, je prends une question suivante, c'est Julie qui me dit « Bonjour, dans ce contexte, comment évolue selon vous le rapport à la hiérarchie en entreprise ?» Alors ça, c'est assez intéressant. C'est que, alors déjà, je crois qu'il est difficile de faire une réponse univoque à cette question. Parce que selon les entreprises, selon les managers, il y a des choses très, très variables. Par contre, il est certain qu'on ne manage plus comme avant.
Le lien de subordination perçu de manière drastique avec un management par le stress et une hiérarchie qui est toute puissante, je crois que ceci a fait son temps. Même si on l'observe encore dans un certain nombre de lieux, mais ça, que voulez-vous? Nous sommes en France et c'est encore un vieux pays féodal, c'est difficile de faire autrement. Par contre, je pense qu'une grande majorité de managers sont passés à autre chose et ont compris que c'était dans une collaboration effective, hein, et non pas dans une relation purement directive, mais dans une collaboration effective, que le management pouvait, que la hiérarchie pouvait trouver son sens. Donc la hiérarchie est, tout comme pour tous les collaborateurs, la hiérarchie est au service du bien commun. Manager, c'est d'abord servir. Et être au service, y compris de ses collaborateurs. Voilà, ça je crois que c'est une... En tout cas, je l'ai observé dans de nombreux lieux. Alors, je vais prendre, il y a d'autres questions. Alors, Soukaneta, pardon pour accrocher votre prénom, je suis désolé. Soukaneta me dit la charge mentale professionnelle du travail, comment soulager les collaborateurs dans le cas des charges de travail dues au métier en tension. Si j'avais une baguette magique, je pourrais vous répondre. Comment soulager ce travail? En tout cas, probablement en leur faisant reprendre conscience du sens, donc en retravaillant sur le projet et le partage du projet. Je suis frappé du fait que dans les hôpitaux, malgré la crise gigantesque qui sévit, on a des personnes dont l'abnégation et le dévouement est absolu. Parce que le sens fort de ce qu'ils sont en train de faire leur est toujours présent, et pour cause, parce qu'ils l'ont toujours devant les yeux. Ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres métiers où ça peut être plus éloigné et où on finit par perdre un petit peu le sens du projet et la valeur de ce projet. Mais c'est une vraie question. Donc, restaurer le vrai sens du projet, restaurer un vrai collectif de travail sont pour moi les deux conditions pour ces métiers en tension, parce qu'il faut, voilà, c'est difficile. Alors, ensuite, j'ai Salima qui me dit, pensez-vous que les nouvelles représentations peuvent se développer dans le domaine public, collectivité et fonction publique territoriale? Bien évidemment. Bien évidemment, et je pense que en termes de rapport à la vie, au travail, au management, il y a de moins en moins de différence entre le public et le privé. J'évoquais à l'instant l'hôpital. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas de différence drastique. Donc le mythe du fonctionnaire privilégié et hyper protégé, etc., je pense que c'est vraiment devenu un mythe. Alors, Céline me dit, faut-il prévoir des initiatives différentes alors qu'il y a presque 4 générations dans une entreprise et que les attentes ne sont pas toujours les mêmes? En effet, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant, il n'est pas possible, il faut réussir cette espèce de grand écart, à la fois d'avoir des collectifs de travail qui rassemblent des générations, et là la notion de complémentarité entre les générations me semble capitale, mais dans le même temps, il faut que ce collectif permette aux individus, c'est la notion d'empowerment que je vous ai proposée tout à l'heure, permette à chaque individu de s'accomplir selon ses attentes et ses valeurs. Donc, il y a vraiment ce rapport entre je participe à un collectif et ceci crée de l'unité, du même dans le travail, mais ce collectif permet en même temps à chaque individualité de donner
le meilleur de son talent et de son énergie en fonction, eh bien, de ce qu'il est. Et l'âge est une des données, l'expérience est une des données différenciantes. Mais au lieu d'être un obstacle, ça me semble plutôt une chance. Parce que plus il y a de complémentarité et de diversité, plus je pense qu'on peut servir le bien commun et la performance de l'entreprise. Alors, il y a une autre question de Steph qui est un petit peu dans le même sens. En tant que dirigeant ou RH, comment gérer la reconnaissance de manière individualisée, donc au cas par cas, par où commencer? C'est profondément l'objet du management de proximité. Donc, l'idée est bien, parce que le manager est un acteur RH. Le manager fait partie, à mes yeux, de la fonction RH. Le premier interlocuteur entre le salarié et l'entreprise, bien, c'est le manager. Donc peut-être que là, les RH peuvent construire avec les managers qui font partie de cette intention, de ce soin des personnes humaines et de la vie des personnes humaines. Je pense que c'est au plus proche du terrain qu'on peut traiter du cas par cas. Par contre, je crois effectivement difficile de concevoir un grand programme RH qui envisage les individualités. Il faut que ce programme ouvre la possibilité aux managers de traiter les individualités. Mais en même temps, bon, le sur-mesure et le cas par cas a aussi un certain nombre de limites. Et il y a, comme dans tout collectif de travail, des règles communes. Et je crois qu'un professionnel RH peut s'efforcer de faire partager ces règles puisqu'elles servent de référence au comportement du collectif. Alors, j'ai encore le temps de prendre une question. Je prends celle d'Ariane. Comment opérer cette prise de conscience au-delà du cercle RH par les dirigeants d'entreprise dont les stratégies sont perçues comme étant résolument orientées vers le profit? Et évidemment qu'elles le sont. Donc ici, il s'agit que peut-être les dirigeants comprennent que la prise en compte de ces contraintes, la prise en compte de ces nouvelles représentations du travail, eh bien, impacte directement la performance économique de leur entreprise. Je ne vois pas d'autre moyen de les faire bouger. Donc, le money is money. Et ça a un impact. Lorsque vous voyez des entreprises qui n'arrivent plus à recruter et où ça impacte effectivement les résultats, là, les dirigeants ne vont pas pouvoir ne pas se poser la question. Voilà, alors écoutez, je suis obligé de rendre l'antenne, comme on dit. Donc, je vous tenais à remercier Parlons RH pour l'organisation de cet événement qui est vraiment très opportun et qui, je crois vraiment peut être utile à la communauté RH dans son ensemble. Vous pourrez retrouver ce webinaire et comme je vous l'ai annoncé, vous pourrez tout à fait retrouver l'essentiel de ce que je viens de vous dire dans un article. J'essaierai de le rédiger de manière un peu plus construite que mon propos qui a pu être un peu décousu par moments. Je vous prie de m'en excuser. Alors n'hésitez pas, dernier message, n'hésitez pas, vous avez de l'expérience, vous avez des initiatives qui vous tiennent à cœur, vous avez des innovations, n'hésitez pas à partager vos idées et vos expériences sur RH Info. Donc c'est un blog qui, même s'il est le blog RH d'ADP, vous avez 12 experts, 60 contributeurs qui viennent de tous les horizons et qui contribuent. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon profil LinkedIn. J'accueillerai vos propositions avec beaucoup de plaisir et je vous indiquerai à ce moment-là comment faire
Hein, on peut même travailler ensemble sur des phases de rédaction si jamais ça vous fait un peu peur. Mais en tous les cas, ce serait dommage d'avoir des bonnes idées et une véritable expérience et de ne pas la partager. Donc voilà mon invitation. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite dans les webinars de ce 24 heures RH. Au revoir.